Nous allons maintenant passer à ce que je préfère, la session questions-réponses. Donc, je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous, Jason. Donc, on va prendre le temps. Alors, je vais scruter le public. Y a-t-il des mains levées? Oui. Merci beaucoup pour ces magnifiques présentations. J'ai une question, j'en aurais plein, mais j'en ai une pour Sarah Jeanne, hein, c'est ça. Tu évoques le projet, la solution d'Atagochi, là, et puis l'idée que vous aviez de voir dans quelle mesure on pourrait remobiliser cette manière, partant des styles de vie qu'on arrive aujourd'hui quand même à définir avec des questions relativement simples et pas très intrusives, et comment à partir de ça on pourrait en dégager une capacité à s'engager dans l'action climatique. Puis c'est quelque chose auquel on pense dans un projet moi que j'anime qui s'appelle UrbiGES là, et on pensait même aller faire mettre un étudiant en IA, tu sais, qui aurait aussi, avec de l'IA, tu sais, avec l'apprentissage machine, et puis être capable euh, en l'alimentant correctement, tu sais, de pouvoir développer des proxys sur même pourquoi pas une empreinte carbone. Tu sais. Aussi. Et donc, je voulais savoir si vous étiez allé plus loin, parce qu'il faudrait qu'on se parle là, certainement, mais si vous étiez allé plus loin sur ces questions-là, par rapport à ce que tu nous as dit là, si vous aviez essayé de systématiser les choses un peu plus ou... Euh, Est-ce que ça fonctionne? Le micro? Oui, ok, génial. Pas pour l'instant à ce niveau-là, pas au niveau des attitudes climatiques. Il y a plusieurs professeurs qui travaillent là, sur Datagotchi. On pense à Simon Coulombe, Yannick Dufresne, Catherine Ouellette à l'UDM. Et c'est un projet qu'on devrait commencer relativement bientôt avec Catherine Ouellette, qui est vraiment intéressée justement par Datagotchi de base, mais en lien avec les attitudes climatiques, puis en lien avec euh, les l'identité politique au travers des attitudes climatiques. Donc, on peut s'en parler plus tard, mais on n'a pas pour l'instant encore fait ce travail-là. C'est vraiment plus axé au niveau électoral pour le moment. Pour Sébastien, dans ta revue là, des actions juridiques dans le domaine du climat au Canada, est-ce que tu as vu les trucs qui ont été faits par Sheila Watt-Cloutier, qui a été présidente du Conseil circumpolaire? C'est une Inuit du nord du Québec là, qui avait fait une campagne dans les années 90 pour l'interdiction des produits, des polluants organiques persistants, les POP. Elle avait utilisé la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Elle avait obtenu un bannissement international parce que c'était prouvé que ça se ramassait dans la chaîne alimentaire puis dans l'allaitement des femmes inuites. Puis après ça, forte de ce succès, elle a commencé une campagne pour réclamer le droit au froid des Inuits et sur la base des droits humains. Puis comme les États-Unis n'avaient pas signé la convention, elle a commencé sa campagne en 2002, la convention là, sur les changements climatiques à l'époque. Elle a pris le comité international sur les sciences, non, non, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à laquelle les États-Unis étaient signataires. Et elle a utilisé, elle a monté un argumentaire pour dire que le style de vie puis la vie, les modes traditionnels de vie inuits étaient en train de disparaître à cause des changements climatiques et que donc, il devait y avoir des actions juridiques qui s'imposent aux États-Unis, au Canada, qui étaient signataires de ce truc-là. Puis, bon, il n'y a pas eu il y a pas eu d'effet contraignant, mais la Commission avait accepté d'entendre son argument. Puis c'était, semble-t-il, la première fois que l'argument était fait dans un cadre juridique sur la base des droits humains en lien avec les changements climatiques. En tout cas, elle décrit tout ça dans un bouquin qui s'appelle Le droit au froid, qui est très intéressant, puis que je soumets à votre lecture parce que ça touche directement à ce que vous faites. Je ne l'avais pas évoqué, je me demandais si c'est quelque chose qui est apparu dans l'écran radar de vos recherches sur la littérature juridictionnelle sur cette question-là. Merci. Non, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je sais qu'il y a un cas en ce moment qui va donner lieu à une décision au niveau des conventions interaméricaines des droits de l'homme. Mais même quand ces décisions-là sont rendues, le gouvernement n'a pas l'obligation de les suivre. On l'a vu au Québec dans le dossier des cadres. Le BIT puis le Comité de la liberté syndicale a dit à plusieurs occasions qu'il devait adopter un régime pour les cadres
puis le gouvernement s'en est jamais soucié. La Cour d'appel en tient compte un peu quand elle rend sa décision. Mais dans le cas que vous évoquez, est-ce qu'il y avait eu des décisions des tribunaux ou c'était plus une action politique gouvernementale? Le but était d'avoir une action juridique, sauf que la commission a accepté d'entendre le truc, mais il n'y a pas eu de suite après. OK. Il n'y a pas eu de processus puis de résolution. C'est resté là. Mais il me semble que c'était la première fois que l'argument était amené sur cette base-là dans une cour internationale. C'est en lien avec une entente signée par des pays partis. Donc, un début de processus, mais qui se voulait pour lier les parties prenantes. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que les droits et libertés sont souvent formulés de façon similaire dans les conventions internationales, puis dans nos chartes ou constitutions internes. Fait que souvent, on peut dire, ben là, si la Cour l'interprète comme ça, nous, pourquoi ça serait différent? Quand c'est dans le même espace, c'est encore plus facile. Il y a même des décisions au niveau de l'Europe, la Commission européenne des droits de l'homme. Ces décisions sont même citées par notre Cour suprême ici au Canada. Donc, ce levier-là international peut ensuite redescendre au niveau interne, mais ça demeure que pour l'instant, en matière climatique, ça n'a pas fonctionné dans les décisions récentes qui ont été rendues malheureusement. Merci beaucoup. A-t-on d'autres questions? Merci beaucoup. J'aurais une petite question pour Annabelle. J'ai bien aimé ta présentation tantôt. Puis je voulais savoir s'il y avait des différences significatives euh, sur les attitudes climatiques des parents selon qu'ils vivent dans les grandes villes ou dans les petites villes. Je donne un exemple très banal. Moi, j'ai vécu à Dakar et à Paris avant d'arriver au Canada. Puis j'avais pas envie de vivre à Toronto, par exemple, parce que justement à Dakar, c'était assez pollué. Puis on avait de la difficulté à respirer. Donc, ma façon de concevoir justement cette attitude climatique sera peut-être pas pareille pour une personne qui a plus vécu à Chicoutimi ou encore qui a vécu en Casamance, qui est juste à côté de Dakar, là. Donc, en gros, je veux savoir en fait s'il y avait des données par rapport à ça. Merci. Oui, c'est une vraiment bonne question. En fait, ben d'abord, je veux juste dire que pour notre étude sur la parentalité, on n'a pas comparé les groupes par rapport à leur genre, à leur mode de vie, est-ce que c'était urbain ou rural. Par contre, dans le cadre de mes recherches, à moi, je m'intéresse à la communication politique des changements climatiques. Puis je m'intéresse à certaines caractéristiques qui qui expliqueraient des réticences face à l'action climatique. Puis effectivement, dans la littérature, il y a certains qui vont avancer que en ville, on a tendance à être un petit peu plus détaché des effets de l'environnement sur justement, pardon, les effets des changements climatiques sur l'environnement parce qu'on les voit moins, on est moins attaché à la nature. C'est pas sur ce sur quoi je me concentre, donc je m'avancerai pas plus là-dessus, mais effectivement, c'est quelque chose qui est amené dans la littérature. Merci. Moi, j'avais une question justement pour Monsieur Parent. C'était par rapport à la portée en fait d'une décision, supposément qu'une décision donc envers une entreprise serait rendue à l'échelle justement constitutionnelle. Donc, j'en comprends que la portée serait de prime abord limitée donc pour les employés de l'entreprise. Et à ce moment-là, j'aurais voulu savoir un petit peu dans ce processus, même si ça crée un précédent au niveau canadien, ça serait quoi un petit peu après la suite si une première entreprise, mettons, se fait actionner, comment est-ce que ça se passerait pour les autres? C'est d'excellentes questions, merci. J'en ai pas parlé compte tenu du temps limité, puis ça va plus être l'objet d'une conférence qu'on donne sur le Strategic Litigation à l'Association canadienne des relations industrielles à Montréal à la fin mai. Mais c'est vraiment des éléments importants. D'une part, oui, ça serait les droits des employés qui seraient à la base du recours, mais si les employés ou l'association syndicale attaquent la pratique polluante parce que ça brime leur droit à la vie ou des obligations de santé et sécurité au travail, mais le tribunal du travail, s'il interdit cette pratique-là ou annule la décision patronale, bien ensuite, l'effet se fait ressentir sur la population. Puis, en ce moment, on arrive un peu avec une incohérence où, dans l'entreprise, c'est hyper réglementé l'utilisation de produits dangereux ou nocifs. Donc, dans l'entreprise, tu ne peux pas utiliser tel contaminant, mais avec les cheminées, tu peux envoyer dans l'atmosphère un paquet de contaminants que les travailleurs qui habitent autour de l'usine vont respirer. Donc,
le levier des droits fondamentaux de la santé et sécurité peut permettre d'élargir ça, puis ça aurait des retombées ensuite sur la population. Au niveau de la question du précédent, c'est une question qui revient souvent parce que la question qui se pose, c'est que c'est moins efficace de poursuivre chaque employeur polluant individuellement versus une intervention législative qui aurait une portée erga omnes puis qui viserait l'ensemble des entreprises québécoises. Ce que l'avocat m'expliquait que j'avais rencontré euh, aux Pays-Bas, c'est que quand la décision a été rendue dans l'affaire Shell, on comprend que l'ordonnance vise exclusivement l'entreprise Shell, qui est basée aux Pays-Bas, donc son siège social. Mais dès le lendemain, toutes les pétrolières, toutes les compagnies de production similaire ont pris le téléphone puis appelé le ministre en disant on a besoin d'une intervention, ça prend une loi claire parce que là, nous, si on se fait poursuivre. Donc, ça a vraiment un effet de levier, ça, de faire un cas modèle qui va faire peur aux autres puis qui vont ensuite soit adapter leurs pratiques pour éviter d'être poursuivis ou dans tous les cas, ben là, le précédent, une fois qu'il existe, c'est beaucoup plus facile de le transposer dans un autre cas que de devoir tout le temps recréer du droit. Donc, même l'affaire Shell, c'était limité à une entreprise. Elle a eu vraiment un effet de levier parce que là, toutes les autres pétrolières disaient on a besoin de subventions pour devenir plus verte, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Donc, dès le lendemain de la décision, le téléphone sonnait au bureau du ministre de l'Énergie. Donc, ça fait bouger les choses quand même à partir d'un cas clé ou typique qui servirait de levier. Donc, ça, c'était une dimension intéressante que je n'avais pas eu le temps de présenter tout à l'heure. Écoutez, ben, en fait, on avait demandé un peu d'écrire pour les gens en ligne, mais je pense que Christin, en plus, tu étais là depuis le début de la journée, tu es, vraiment attentif, là, hein? C'est dur des fois d'être en ligne toute la journée. Puis tu avais une question intéressante. Est-ce que tu voudrais nous la poser, s'il te plaît? On va te voir une petite vignette à l'écran, là, si tu es à l'aise. Oui, merci Jason. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je pense que c'est juste une question concernant le militantisme un peu. Je sais pas avant parce que moi je travaille dans le plaidoyer, mais bon, je vais droit aux questions. Comment faire en sorte que le militantisme n'empiète pas ou ne boule pas et notre carrière professionnelle pour Madame, je me rappelle plus, elle a parlé du militantisme, elle est juriste, je pense. Ouais, c'est ça. Madame C'est Nadeau. Rachel. C'est pour Madame Rachel. Rachel, j'ai bien aimé sa présentation parce que je travaillais sur le plaidoyer, sur les changements climatiques, ça fait un bon bout. Et je pense, c'est juste l'argument, le militantisme, ça corrélé avec des arguments de travaux de recherche. Il faut s'appuyer sur pas mal de travaux de recherche pour appuyer notre position, hein. Comme elle a si bien dit, les travaux du GIEC, hein, dans les rapports, tout ça, c'est juste, j'aimerais avoir son avis. Merci. Et je tiens à féliciter les DS et toute l'équipe pour cette initiative d'échange et de recherche. Merci à tous nos panélistes. Merci d'être là. Donc, oui, Oui, on ok, t'entend c'est bien. bon, super. Juste pour être certaine, la question, c'était en fait est-ce que c'était comme le rôle de la documentation scientifique dans Ben, en fait, c'était un peu le questionnement autour de ta présentation qui était, tu sais, comment faire pour que le militantisme ne brûle pas notre carrière professionnelle. Donc, je sais que tu l'as traité un petit peu dans ta présentation tantôt, mais Ouais, ouais, c'est un peu dans le même sens, oui. Effectivement. Ben, en fait, j'ai pas de. Puis en fait, je suis dans mon parcours doctoral, donc j'ai l'impression que je vais peut-être le savoir à la fin. Là, donc, je peux vous revenir comme partie 2. Est-ce que j'ai brûlé ma carrière académique? Donc, mais puis... Mais donc, c'est un peu un questionnement en progrès. Puis tantôt, je sais que vous avez mentionné, là, c'est quoi la définition du militantisme? Moi, c'est un peu mon enjeu, c'est que je considère pas, à la base, je considère pas que ce que je fais, c'est du militantisme. Un peu ironiquement, de dire dans des termes simples, je considère que ce que je fais, c'est du gros bon sens. Mais ça reste que dans les positions politiques, dans la façon qu'on perçoit ça, c'est considéré comme du militantisme. Donc, à un moment donné, je suis comme, OK, je vais m'assumer comme militante parce que ça a l'air que c'est ça que je suis. Donc, c'est aussi ce questionnement-là, c'est est-ce que est-ce que quand on est chercheur puis on va dans des mouvements citoyens, qu'on s'implique directement, qu'on sort de nos recherches, qu'on s'en va comme un citoyen ordinaire, mais qu'on va utiliser notre apport scientifique, est-ce qu'on fait vraiment du militantisme finalement ou on fait juste partager les connaissances scientifiques? Puis si on partage les connaissances scientifiques au large public, c'est un peu ça la mission de la recherche. Donc, dans ce sens-là, en fait, on brûle pas notre carrière académique, c'est qu'on la poursuit. Mais j'ai pas de réponse définitive, malheureusement.
Pardon, je voudrais réagir, Rachel, parce que, en fait, juste une petite expérience personnelle. J'ai fait une présentation pour un emploi il n'y a pas si longtemps et j'ai dit, oui, je suis une scientifique très engagée. J'utilise le mot activisme. Ça a beaucoup fait réagir, malgré moi, mais c'est un fait. En fait, pour moi, l'activisme ou le militantisme, bon, je peut-être, j'ai pas les bons mots, mais tu sais, on a un problème de perception, je crois, et de définition de ces mots-là. Je dis toujours à mon fils, c'est mon premier admirateur, donc je dis toujours à mon fils, maman, elle s'en va, elle fait de la recherche, elle est activiste toute la journée. Puisque je lutte contre les changements climatiques de façon concrète dans mon travail, puis ça a été un choix. C'est pour ça aussi peut-être qu'on a fait de longues études, by the way. Donc, mais il y a un problème de perception. Et là où j'ai beaucoup aimé parce que tu arrives à mener des recherches et en même temps à ouvrir les médias aussi, c'était un public, ou en tout cas, ce sont des personnes avec lesquelles tu dois établir une collaboration assez particulière, parce ils ont pas le temps, ils veulent faire ça, ils veulent avoir le titre, etc. Donc, c'est assez particulier. Et moi, j'avais vraiment une question par rapport à ça. Tu sais qu'on développe un réseau universitaire étudiant. Et dans ce réseau-là, là, quelquefois, on a des gros activistes, mais qui pourrait peut-être aussi c'est pas donner une mauvaise image, c'est pas ça, il faut que je choisisse mes mots, mais tu comprends dans l'image académique que le réseau UNICE se doit d'avoir avec la neutralité politique, etc., que je rappelle souvent parce qu'il faut vraiment bien cadrer ça. Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à des personnes académiques comme nous qui développons ça pour pouvoir redonner un certain cadre noir sur blanc, là je parle en termes écrits, parce que là ça fait 3 ans que je suis impliquée là-dedans et je trouve que des fois on se trouve confronté à ce genre de situation et c'est parfois difficile déjà d'expliquer aux gens qui sont là pour ça. C'est des étudiants, c'est des jeunes, ils ont plein d'énergie, ils sont super à fond là-dedans. Et nous, des fois, j'ai l'impression qu'on dit hop, 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 fais attention. Tu sais, on doit laisser ça dans le cadre académique. Donc moi, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire? On n'a pas 2 heures là. Tu peux donner quelques tips et après on se parlera après, mais c'est vraiment une vraie problématique, je trouve, parce qu'on a ces besoins-là, on l'a vu toute la journée, on a des réels besoins de sortir, d'exploser les barrières là, de l'académie pour aller voir les citoyens, pour aller rejoindre tout le public, en fait. Et c'est ça, il nous faut des armes pour ça. Et je crois que des fois, on n'est pas encore tout à fait bien équipé. C'est correct, on fait de la recherche. C'est une excellente question. Puis à la base, j'ai élaboré cette présentation-là un peu quand on voit un appel en conférence, on a une frustration puis on décide de la transformer en conférence. Un peu parce que moi, ce que je ressens dans la mobilisation, c'est qu'on a de la difficulté à aller chercher le milieu universitaire comme les vrais profs, là, pas les étudiants de doctorat, parce qu'il y a cette réserve-là, il y a cette crainte-là d'être associé. Nous, dans notre cas, on s'est souvent fait dire qu'on est un peu le mouvement extrémiste de Rimouski qui permet aux autres mouvements d'avoir de la crédibilité. Donc, on est un peu le sacrifice pour tous les autres groupes environnementaux. Donc, puis dans la mobilisation, il y a des gens de toutes sortes de façons d'intervenir. Il y a des gens puis en plus, moi, je suis en droit, donc je suis une personne très soft dans la vie. Je peux pas me faire arrêter parce que je tiens quand même à mon titre d'avocate concernant la souffrance que c'est de l'avoir. Donc, c'est aussi ce questionnement-là d'où est-ce qu'on arrête comme chercheur, puis comment qu'on collabore avec des gens qui sont plus, je sais pas si extrême est le mot à sortir parce qu'on est dans une situation aussi extrême d'urgence climatique. Puis comment qu'on garde cette crédibilité-là, parce que, par exemple, la mobilisation, récemment, il y a eu une action au conseil municipal qui était pacifique à la base, mais qui s'est terminée en intervention policière, là, pour vous donner le contexte. Moi, j'étais pas présente, mais donc, après, ça transmet cette image-là dans les médias parce que les gens sont aussi frileux quand il y a des mouvements qui deviennent plus extrémistes, les gens vont comme se baquer, puis on peut perdre des appuis aussi. Puis c'est la même chose pour le réseau unique, c'est à quel moment que parce qu'il y a des parties prenantes, il y a des gens avec qui on est impliqué, que dès que ça commence à être trop intense, ils vont se tasser. Mais en même temps, on veut être inclusif de tout. C'est que, ouais, c'est très bon. Mais absolument, mais c'est une réalité. On fait face à ça là dans notre vie de tous les jours. Donc, de façon non officielle,
on cadre, on réexplique, etc., qu'on est vraiment dans un cadre académique. Mais je crois, bah, le réseau, on veut le faire grossir, on est ambitieux. Donc, je crois que c'est vraiment des questions sur lesquelles il faudra se poser pour recadrer petit à petit et bien élargir encore et développer ce projet-là. Mais je serais vraiment curieuse d'avoir une belle conversation avec toi. Je pense que tu pourras me donner quelques tips. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Ah oui, monsieur, pardon. Je vous laisse poser la question. Et on avait aussi, j'avais aussi une question pour Catherine qui était en ligne, si jamais. Mais je vous laisse, allez-y, monsieur, je vous en prie. J'ai un commentaire pour Annabelle. Non, Annabelle, c'est toi. C'est une question pour Annabelle après. Vous, c'est... Oui. Euh, il y a un petit bouquin qui s'appelle L'affaire Maillé par Marie-Ève Maillé, que je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand elle faisait son doctorat, elle a été prise à partie là, dans un affrontement entre des promoteurs d'éoliennes puis des citoyens qui ne voulaient pas le projet. Puis là, un juge lui a intimé de produire ses données d'enquête. Puis là, elle a été prise dans un procès. Puis elle a dû se défendre toute seule parce que l'université n'a pas pris fait et cause pour elle. Et j'ai parlé aux gens de l'UQAM à l'époque, à des gens. Moi, j'étais à la direction de l'Université Laval, puis j'ai parlé à un ami qui était à la direction de l'UQAM. Je dis, comment ça, vous n'avez pas pris fait et cause? Ça n'a aucun sens. Puis il dit, c'est parce que ça s'est passé sous l'écran radar. Il dit, c'était une erreur de notre part. On aurait dû prendre fait et cause dès le début. Et ils ont fini par prendre fait et cause pour elle devant les tribunaux. Mais là, c'était trop tard. Elle était déjà représentée pro bono par quelqu'un qui la défendait très bien. Puis, bon, à la fin, elle a remporté, mais euh, l'histoire est bien racontée là-dedans. Puis, il y a des étudiants en communication publique et tout ça, puis elle a fini par faire son droit et devenir avocate. Puis, je pense pas qu'elle a été arrêtée, mais l'important, c'est pas d'être arrêtée par la police, c'est de pas être convaincu au criminel d'une offense criminelle. Mais donc, vous pouvez vous faire arrêter si vous ne faites pas des choses. Puis pour moi, il y a plusieurs charismes là, par façon de faire carrière académique. Puis si on fait de la science, qu'on fait des choses fondées sur les faits, sur la réalité, après, on peut argumenter toutes sortes de points de vue. Puis l'opinion et la science, c'est des choses très différentes. Puis on n'est pas qu'une chose dans la vie. On est des scientifiques, mais on a aussi des citoyens, on a des parents, puis on est dans toutes ces dimensions-là simultanément. Puis pour moi, il y a des gens qui peuvent être plus engagés. Et pour moi, Florence Piron, qu'on a salué ce matin, c'est un bel exemple d'engagement avec les citoyens qui prenait fait et cause, puis qui a développé toute une pratique qui s'appelle Accès Savoir, l'Université Laval, qui est formidable. Puis c'est une façon d'avoir une carrière académique qui est tout à fait acceptable et défendable, puis qui a sa place dans l'institution universitaire, comme il y a d'autres façons. Il y a des gens qui ne seront pas des militants, puis qui ne veulent pas se positionner comme ça, puis c'est aussi correct. Fait que pour moi, oui, il y a de la place pour ça, puis il faut bon, le faire bien. Puis il y a des écueils, puis il y a des pièges potentiels, mais oui, il y a de la place pour ça, puis il faut le promouvoir, puis il faut le vivre aussi. Je pense que je vous encourage à continuer. Mais j'avais une question pour Annabelle. J'étais très interpellé par ce que vous disiez, parce que je suis un parent, mais aussi depuis quelques années un grand-père. Et donc, je dirais, je suis encore plus interpellé par ce que vous disiez comme grand-père, parce que, je sais pas, ça ajoute à l'émotion d'être grand-père. Mais je me posais une question. On dit qu'il y a une tendance sociologique qui s'observe chez les plus jeunes qui sont en âge d'avoir des enfants, que de plus en plus décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils considèrent que la planète est foutue. Et est-ce que ça va à l'encontre de votre modèle? Est-ce que ils sont moins engagés pour la défense de la suite des choses, du climat? Est-ce que c'est le syndrome Xavier Dolan? Tu t'en vas dans un chalet puis tu attends que la terre brûle. Comment vous voyez ce phénomène-là en termes de parentalité puis de réaction par rapport au climat? Ah oui, là, ça fonctionne. Merci pour la question, c'est vraiment intéressant. Puis effectivement, en fait, quand on a eu nos résultats, on s'est dit que probablement ça pouvait expliquer cet énorme écart qu'on voyait aujourd'hui entre les adultes qui avaient pas d'enfants, qui étaient plus jeunes. Puis on se disait, c'est vrai au moment où on est aujourd'hui de la crise climatique, c'est probablement un moyen de lutte, mais aussi une idéologie de ne pas avoir d'enfants, de se dire, je veux pas avoir d'enfants dans le monde actuel. Fait que ça aurait pu causer l'écart qu'on voit aussi au début. Néanmoins, est-ce que ça vient, comme vous avez utilisé le mot contredire notre modèle? Ben, en fait, nous, on s'est posé cette question-là dans le sens où est-ce que les parents d'aujourd'hui, est-ce que les parents
d'âge plus, en fait, les parents plus âgés d'aujourd'hui, est-ce que la parentalité, ça serait un mécanisme pour causer des attitudes pro-climatiques? Puis si oui, pourquoi? C'est vraiment le pourquoi qui est important. Puis donc, les parents, les adultes qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui pour des raisons climatiques, je pense pas que leurs attitudes climatiques vont nécessairement diminuer avec le temps parce qu'il y a d'autres mécanismes qui les lient à l'action climatique, puis eux se sentent directement connectés au problème. Donc, notre question, c'était vraiment une question qui s'applique vraiment dans notre contexte actuel pour être capable de comprendre justement comment les gens viennent à être, ben, ils viennent à vouloir agir pour le climat. Moi, j'ai une réaction, question, en tout cas en lien avec ce côté un peu multipersonnalité, là, tu sais, d'un universitaire. Tu sais, les anthropologues, et en particulier les anthropologues de terrain, on vit ça depuis longtemps, puis continuent à le vivre. Puis je me souviens j'ai été sur un jury de thèse il y a plusieurs années à Genève, d'une étudiante qui faisait de l'anthropogéographie là, et qui est allée chez les Mapuches au Chili. Et elle était allée là-bas pour essayer de mettre en place des exercices de cartographie participative dans le cadre d'un processus de revendication territoriale. Et elle a failli arrêter sa thèse parce qu'à un moment, elle a senti un point de bascule où elle était devenue la cartographe de la communauté dans laquelle elle était accueillie. Et elle est revenue quelques mois à Genève précisément pour ça, parce qu'elle était plus capable de se dire, est-ce que je suis toujours une chercheuse qui garde un minimum, sachant que tu sais, l'indépendance ou le recul par rapport à un objet de recherche, c'est très relatif, mais surtout dans des domaines comme celui-là. Mais elle est revenue tu sais, pour faire comme pour sortir de cette espèce d'imbroglio psychologique dans laquelle elle était. Puis quand elle y est retournée, elle a été capable, de manière plus simple, plus efficace, de faire la différence, et puis à la fois agir pour organiser ces exercices ou ces ateliers de cartographie, tout en ayant conscience des enjeux sociaux, humains, etc. Mais surtout, elle a écrit tout un paragraphe dans sa thèse là-dessus où elle explique que si elle n'avait pas eu, si à un moment donné, elle n'avait pas eu ce point de bascule, jamais elle aurait été capable de faire le travail qu'elle a fait, parce que jamais elle aurait été capable de comprendre depuis le point de vue des Mapuches quel était leur problème et comment ils l'exprimaient ou ils souhaitaient l'exprimer. Donc, tu sais, des fois, c'est aussi... puis, tu sais, c'est un peu lié à cette idée. Elle était devenue une sorte d'activiste pour cette communauté-là. Puis, elle a eu une crainte réelle de perdre pas son indépendance, mais sa capacité à garder du recul et puis à produire des données factuelles, à les analyser sans biais, ou en tout cas sans biais inconscient. Donc, je trouve qu'en même temps, et puis dans sa thèse, ça ressort vraiment très, très bien. C'est ce qui fait la richesse de la thèse, et je pense qu'il n'y aurait jamais eu une thèse comme ça si jamais elle n'avait pas pris acte de cette difficulté dans laquelle elle se trouvait, puis si elle n'avait pas cherché un moyen pour réconcilier les différentes facettes de son implication. Merci Stéphane. Tu veux réagir? Ben, non, mais c'était juste pour dire, non, je pense que c'est intéressant comme exercice. Moi, dans mon cas, à la base, en fait, quand j'ai approché la mobilisation, je me demandais si je l'introduirais pas dans mon projet de recherche. Sauf que là, j'ai commencé à aller dans des rencontres, puis déjà, je suis en droit, je suis déjà pas solide en études empiriques, à mon humble opinion. On n'est pas rendu là, dans la discipline encore pour beaucoup. Fait que je trouvais que commencer à faire ça en étant impliqué dans une mobilisation, là, ça commençait à faire comme trop de difficultés au doctorat. Mais je pense que oui, ça donne des recherches il y en a des chercheurs qui font ça donne des recherches de qualité, parce que c'est une perspective aussi qui est vraiment différente puis qui est unique aux chercheurs qui sont dans ces mouvements-là aussi. Merci beaucoup. En fait, j'avais une petite idée. Tantôt, lorsque je vous écoutais parler, je me disais que ça peut être intéressant peut-être de cumuler ce que Annabelle fait avec ce que... j'oublie encore ton nom. Rachel? Je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où si on réalise par exemple une étude longitudinale sur, je sais pas trop, des jeunes qui font leur thèse puis qui deviennent des parents, puis ensuite, peut-être 10 ans après, pour voir concrètement si leur engagement climatique a changé, a évolué
selon le contexte, selon les événements qu'ils vivent, et tout, etc. Je ne sais pas trop si ça existe déjà ou pas, mais si ça n'existe pas, ça peut être assez intéressant peut-être de peut-être réfléchir à cela. Ça peut être un article scientifique que vous publierez à deux, pourquoi pas, puis que nous publierons dans nos canaux de communication. Donc, je suggère juste l'idée. Merci. Alors, merci, merci Adem. Donc, je voulais simplement peut-être m'adresser à Catherine. Catherine, t'es encore avec nous? Bon, super. Donc, moi, j'avais donc là, j'ai compris que tu développais toute ton approche par rapport à ton projet de thèse. Donc déjà, approche intégrée, etc. Donc avec beaucoup de travail en termes de recherche de littérature, etc. Donc moi, j'avais comme peut-être deux questions un peu plus concrètes suite à ça. Donc déjà, parce que tu mentionnes que tu es au Bénin, donc c'est peut-être pas par hasard. Je voulais savoir dans l'approche, dans ton projet de recherche, est-ce que tu avais ciblé certains pays parce que tu parlais possiblement de différentes réalités en termes de féminisme dans le monde, hein, ce qui est, je pense, une vraie réalité, sauf que j'y connais rien, donc je voulais savoir, est-ce que tu avais vu dans la littérature comme ça différentes réalités féministes et est-ce que tu vas développer ton projet de recherche tu parlais de coopération internationale, donc je pense que tu veux globaliser ton projet de recherche à l'échelle peut-être internationale, mondiale. Donc, je voulais savoir un petit peu quelle était ta démarche par rapport à ça, les choix des pays, pourquoi, etc. Et mon deuxième petit point, peut-être, c'est sur les méthodologies que tu as éventuellement listées comme étant les plus pertinentes, ben, laquelle te permet de dire oui, peut-être celle-ci est vraiment la plus pertinente et va réellement répondre à mes questions scientifiques. Bon, je pense que tu sais, il y a des gros mots qu'on peut citer, des laboratoires vivants qu'on connaît peut-être dans notre institut. Donc, tu as identifié vraiment une approche de recherche ou une méthodologie qui te semble majeure à développer par rapport à ton sujet de thèse? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les excellentes questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, Oui, on t'entend super, très bien. parfait. Eh bien, pour répondre à la première question, le choix, en fait, c'est ça, mon projet de recherche s'intéresse surtout aux relations entre le Canada et le Bénin en matière de coopération internationale. Donc, coopération internationale voulant un peu, je l'expliquais, d'aller, bon, au travers de la politique d'aide internationale féministe du Canada, d'essayer de contribuer ou en tout cas d'aider à développer certains pays, d'aider à réduire la pauvreté économique, de réduire les inégalités sociales et climatiques parce que la politique a un grand volet sur les changements climatiques. Donc, pour moi, c'était vraiment important de regarder surtout quels sont les rapports de pouvoir qui sont perpétués aussi par le Canada dans un des pays qui va dire venir en aide. Le choix du Bénin, c'est pour plusieurs raisons. Ça risque d'être une étude de cas, mais en tout cas, je suis à l'étape de mon projet où est-ce que je choisis ma méthodologie. Donc, c'est pour ça que la question, elle est incroyable. La deuxième question, mais c'est ça. Donc, puis le Bénin, en fait, c'est que c'est un des partenaires du Canada depuis de nombreuses années. Oxfam Québec, le CECI, l'UPADI, SUCO, plusieurs organisations québécoises de coopération internationale sont là depuis une trentaine d'années. Puis, c'est ça, ils ont développé des projets qui luttent contre les changements climatiques. Donc, c'est vraiment mon ancrage, les projets d'adaptation au changement climatique. Et dans ces projets-là, moi, je vais regarder justement ces trois axes que j'ai nommés. Donc, quels sont les enjeux, les défis qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans comment est-ce que les projets de lutte au changement climatique sont idéationnés, mis en œuvre, opérationnalisés, évalués. Donc, au travers de toute cette chaîne-là ou de ce cycle de vie de projet-là, je regarde un peu qu'est-ce qu'on met de l'avant comme priorité pour s'adapter au changement climatique et comment est-ce qu'on inclut les femmes dans ces projets-là. Donc, ça, c'est un peu... puis, en fait, le choix du Bénin, c'est que le Bénin, bon, le Canada est parmi un des plus grands pollueurs à travers le monde en termes de gaz à effet de serre. Le Bénin est en un des moins grands pollueurs et un
pays aussi qui vit massivement les changements climatiques par l'augmentation des eaux, les pluies qui sont maintenant déréglées, l'agriculture qui en paie le prix, des sécheresses incroyables au nord. Donc, c'est ça. Moi, je m'intéresse vraiment à la section du nord et du sud du Bénin pour l'instant. Donc, dans les projets de lutte au changement climatique qui sont financés par le Canada. Donc, ça, c'est peut-être la première réponse. Si c'est pas clair ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis pour la deuxième question, eh bien, puis c'est intéressant parce que Stéphane, vous le mentionnez très bien tantôt aussi. Donc, dans certains projets de recherche, une méthodologie peut être de témoigner de sa position, de sa positionnalité dans un projet de recherche. Évidemment, moi, je m'inscris dans les approches féministes. Les approches féministes vont contester les approches plus, donc, de l'ordre de l'objectivité, donc vont mettre en avant la subjectivité, donc la richesse derrière la subjectivité dans des projets de recherche, donc de pouvoir être en mesure de témoigner, d'être auto-réflexif, d'être critique par rapport à sa posture dans des projets de recherche, dans sa méthodologie aussi. Donc, pour moi, c'est sûr que ça va teindre un peu ma méthodologie. Ensuite, comment ça va s'articuler? En fait, c'est ça, je suis en pré-terrain de recherche, donc j'ai déjà rencontré une trentaine d'organisations depuis les 2 derniers mois. Des rencontres qui étaient non officielles, que je vais revenir dans quelques mois pour officialiser, passer en entretien. Donc, c'est sûr que j'aurai des entretiens, des entrevues de groupe. On a parlé aussi de peut-être faire des ateliers de co-construction de savoir avec des participantes au projet d'adaptation au changement climatique qui sont financés par le Canada. Évidemment, c'est un journal de bord aussi, donc justement pour témoigner de mes réflexions en tant que chercheuse, qu'est-ce qui m'habite, les tensions, parce que je rappelle que mon projet regarde aussi les paradoxes qui s'articulent tout au long de l'organisation des projets, mais aussi moi en tant que chercheuse, qui arrive des Nord avec une certaine façon de faire la recherche, avec certaines idées aussi de comment est-ce qu'on lutte contre les changements climatiques, avec une certaine idée de c'est quoi l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas du tout la même chose ici qu'au Québec, qu'au Canada. Donc, tout ça va très certainement teinter ma méthodologie. Excellent, merci beaucoup, Catherine. Tu as, en tout cas pour moi, très bien répondu. Donc, merci. Peut-être, Jason, est-ce qu'on a des questions en ligne ou est-ce qu'on peut clôturer? Ok, simplement, peut-être pour rebondir sur quelque chose qui a été dit, juste vous signaler qu'il y a une journée depuis que Florence Piron est décédée. Chaque année, il y a une journée Florence Piron. Donc là, j'ai le dépliant. Si vous voulez, je passerai l'information à Edem pour qu'il partage l'information. La prochaine journée, c'est le 26 avril 2024, où Félicité notamment va présenter notre projet collectif Yanaï Unissé. Voilà. Donc, sur ces mots, Stéphane, je peux peut-être te rendre le micro. Non, je voulais vous remercier. Remercier en particulier les panélistes, les conférencières, les conférenciers. J'ai vraiment trouvé toutes les sessions ont été très intéressantes, mais cette dernière session, de voir des étudiants et des étudiantes, des étudiantes et un professeur, pardon. Non, j'ai trouvé que vos sujets étaient à la fois stimulant, super bien amené, et puis qu'il y a une belle relève à l'Université Laval.